La voix des municipales. Les 15 et 22 mars 2026, c'est les élections municipales à Rouen. La radio HDR reçoit les candidats à cette élection autour des thèmes du logement, de la jeunesse, des écoles, du monde associatif et de la tranquillité publique. La voix des municipales, c'est tous les jeudis à 18h jusqu'aux élections sur les ondes du Mix des Cultures. La voix des municipales. Nicolas Mayer-Rossignol, Parti socialiste. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission La Voix des municipales. Ravi de vous retrouver pour votre émission de 18h à 19h. Vous connaissez le principe. Tous les jeudis, on reçoit un candidat ou une candidate pour parler de son programme, pour parler aussi de son parcours et de ses idées pour la ville de Rouen. Bonjour Naïm, tu es avec moi aussi pour cette émission. Bonjour Inès. Et aujourd'hui, tu reçois Nicolas Mayer-Rossignol, maire sortant et candidat pour sa réélection. Exactement. Bonjour, monsieur Nicolas Mayer-Rossignol. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de la campagne municipale, dans le cadre de votre candidature. Petite phrase pour commencer. Comment avez-vous trouvé ces 6 dernières années en tant que maire de Rouen ? C'est un grand honneur et un vrai privilège quand même d'être engagé, d'être élu et puis de mettre en œuvre les convictions que vous défendez. En 6 ans, la ville, elle s'est énormément transformée. Vous voyez, j'avais encore hier soir une réunion avec les habitants de la Lombardie, du Châtelet, de la Grand-Mare. Et bien sûr qu'il y a toujours des difficultés. Il y en aura toujours dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça serait très, très malhonnête pour n'importe qui, d'ailleurs, de dire le contraire. Mais quand même, ce que l'on voit en 6 ans, c'est qu'il y a eu une transformation énorme de la ville et de l'agglomération. Et ça se voit au nombre d'habitants, il y en a beaucoup plus, ça se voit au nombre d'étudiants, il y en a beaucoup plus, ça se voit au nombre de touristes, vous le voyez dans la ville, quoi. Puis la transformation, alors les quais, évidemment, et puis plein d'autres choses dans les différents quartiers. Donc, une grande fierté aussi, parce que moi, j'adore ma ville. Si vous voulez, Rouen, c'est ma ville, c'est ma vie, quoi. Ces dernières années, quelle est pour vous la chose la plus compliquée en tant que président de la métropole et maire de Rouen ? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas annoncé, mais vous êtes aussi président de la métropole. Je m'explique dans ma question, c'est-à-dire que vous êtes arrivé dans une période où il y avait le Covid, on a eu Lubrizol, il y a peut-être eu des choses, on va dire, compliquées à gérer quand on arrive à faire ce mandat-là. Alors là, oui, non, vous avez complètement raison. Ça a été un mandat avec beaucoup de crises. Déjà, on venait d'avoir l'incendie de Lubrizol. C'était en septembre 2019. On est élu en mars et juin 2020. Bon, inutile de vous dire que c'est pas super en termes d'attractivité pour le territoire, parce que quand vous tapiez Rouen à l'époque dans les moteurs de recherche sur Internet, vous aviez une belle image avec un énorme nuage noir. Super, ça donne vachement envie. Non, c'était vraiment catastrophique. Bon, ensuite, ou en même temps, pandémie. Bon, confinement, déconfinement, reconfinement. Enfin bon, on a dû trouver des masques. Moi, à l'époque, je suis allé chercher des masques qui venaient de je sais pas où. On a coordonné un réseau de couturiers et de couturières, véridiques, pour fabriquer des masques. Enfin, je sais pas si vous réalisez, c'était dingue. On a créé un centre de vaccination au Palais des Sports, au Kind Arena, etc., etc. Après, 2022, 2023, bon, en plus là, c'est le 4e anniversaire de cette guerre. La guerre en Ukraine, l'invasion par Poutine de l'Ukraine, avec des conséquences humaines d'abord, puis aussi explosion des prix de l'énergie, donc notamment pour les locataires, pour les charges de chauffage, etc. Après, n'en jetez plus, les changements de gouvernement, avec toutes les difficultés que ça a sur Chapelle Darblay, sur le train, parce que du coup, on sait plus qui est ministre, on sait plus comment on a. Bon. Non, vraiment, ça a été très, 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 très compliqué. Après, ce que je peux dire, c'est que heureusement que j'étais maire et président de la métropole, parce que pour tous ces sujets, que ce soit par exemple les masques, que ce soit le centre de vaccination, que ce soit gérer les services publics en temps de crise, de manière générale, évidemment qu'il vaut mieux être efficace, et c'est beaucoup plus efficace quand vous avez la ville et la métropole. Souvent, les gens ne le savent pas, parce qu'on ne sait pas bien qui fait quoi. Mais en fait, il y a 30 ans, c'était pas comme ça, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient faites par la ville, mais qui depuis ont été transférées à la métropole. L'exemple typique, c'est la voirie, ou les camions poubelles. Il y a 30 ans, la voirie, c'était bien sûr la ville, et donc vous pouviez demander à Jean Le Canuet de réparer un nid de poule. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, si je veux réparer un trou dans la route, c'est la métropole qui le fait. Voilà, donc il y a eu beaucoup de crises, et le territoire a toujours tenu bon, y compris d'ailleurs en faisant attention aux finances de la ville, parce qu'on avait aussi ça. On avait hérité de finances qui étaient
heureusement un peu déjà redressé grâce à Yvon Robert et Valérie Fournéron, mais vous vous souvenez des histoires des emprunts toxiques, etc. Aujourd'hui, les finances de la ville sont très saines et j'en suis très fier aussi. Pour regarder pas mal le conseil municipal, c'est vrai que vous revenez souvent sur les finances de la ville et ça nous permet aussi de comprendre de où on part et là où on arrive. Ah bah c'est clair qu'on partait de très très loin. Alors je veux pas jeter ou casser du sucre sur qui que ce soit. Les emprunts toxiques, il y en a eu dans plein de villes en France. Hein. C'était pas que Rouen, mais bon, c'était à l'époque de Monsieur Albertini, mais il y en a eu d'autres dans d'autres villes encore une fois. Mais on a payé ça pendant très 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 longtemps. Et pendant très longtemps, la ville de Rouen était très endettée. Elle était endettée à près de 200 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 125. Donc vous voyez l'énorme changement. Passons maintenant au thème premier, les associations. HTR. Le monde associatif que vous connaissez bien en tant que maire et président de la métropole. J'ai vu que vous avez des propositions un peu de renouveau concernant ces 6 dernières années. Vous pouvez nous les décliner? Oui, bah d'abord il y a le soutien au monde associatif parce que le monde associatif est très riche, mais il est en pleine évolution et parfois en difficulté. Je dis qu'il est très riche parce qu'il y a beaucoup d'associations à Rouen et ça c'est une grande chance, c'est une grande force. Faut jamais sous-estimer. Je sais que dans notre société on a tendance à oublier ça, à mal valoriser ça, mais c'est de l'engagement bénévole. C'est des gens qui le week-end, le soir, sous la pluie pour les clubs de sport, etc. s'occupent de gamins. C'est beaucoup plus que juste un engagement personnel. C'est un engagement solidaire dans plein de domaines, que ce soit, je l'ai dit, le sport, mais la culture, tout simplement la solidarité entre les uns et les autres, entre les générations par exemple, ou entre les quartiers. Donc c'est extrêmement important. Première chose, soutenir et sanctuariser, parce que je vois que c'est quand même très 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 mis à mal. Il y a plein d'associations qui souffrent aujourd'hui. Hein. On a vu, y compris des très grosses associations, je pense à Émergence par exemple, qui a eu des grosses difficultés, qui est une grosse association de solidarité. Donc sanctuariser le budget pour les associations. Ce budget dans toute la mandature, là sur les 6 ans, alors que je vous ai dit, on a eu plein de crises. Non seulement on l'a jamais baissé, mais on l'a même augmenté, puisqu'aujourd'hui il est à près de 6,5 millions, 7 millions d'euros de soutien, dont d'ailleurs 1,7 million à peu près pour les Hauts-de-Rouen, hein, pour les associations qui œuvrent sur les Hauts-de-Rouen. Donc c'est tout à fait considérable. Première chose. Deuxième chose, les locaux. Parce que c'est un vrai sujet. Alors la radio HDR le sait bien, c'est toujours difficile de trouver des locaux. Donc l'idée c'est de créer à la fois une sorte de maison des associations, où les associations puissent se rencontrer, notamment du côté de l'avenue Pasteur, dans la mairie annexe. Vous voyez où c'est, hein, sur l'avenue Pasteur. De créer à côté de la préfecture. Oui, voilà, c'est ça, exactement. De créer un hôtel associatif où les associations puissent louer en fait des locaux, y compris de façon temporaire quand c'est nécessaire, parce que les sujets des locaux sont souvent des sujets difficiles, tout simplement parce que les associations n'ont pas les moyens d'acheter un local. Donc ça, c'est un point très très important. Troisième sujet qui pour moi est extrêmement important, c'est de défendre à travers les associations des valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi? Il y en a une que j'ai déjà dite, c'est la solidarité. Je voudrais insister sur la fraternité, c'est-à-dire les associations. Alors il y en a plein, je voudrais pas en citer une en particulier, mais qui font qu'on retrouve la dignité humaine. Bon, allez, je vais en citer quelques-unes. Je sais pas moi, la cravate solidaire par exemple, qui permet à des personnes qui sont en recherche d'emploi, en difficulté de dignité aussi tout simplement, de se retrouver elles-mêmes, et puis aussi de retrouver un boulot. La maison des aînés, Rouen Senior, pour le lien intergénérationnel, pour faire en sorte que, parce qu'on a de plus en plus de personnes âgées, tant mieux, mais il y a beaucoup d'isolement. Et ça, vous voyez, dans la fraternité, il y a aussi rompre l'isolement. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Les associations qui permettent aux uns et aux autres de rencontrer des cultures, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, voilà, je veux pas faire de grandes phrases, mais quand même, je suis très inquiet de ça, moi. Je vois bien qu'il y a une montée de l'intolérance, du repli sur soi, que apprécier l'un l'autre, reconnaître et découvrir l'altérité, les différences qui nous enrichissent, en ce moment c'est vraiment mis à mal et il y a plein d'associations qui se battent pour ça et donc moi je voudrais continuer et renforcer leur soutien. Surtout quand il y a des baisses au niveau général, je m'explique, c'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, quand on a des baisses au niveau budgétaire, que ce soit pour le monde associatif, pour les radios associatives, comme vous avez pu voir ces derniers moments au moment du budget adopté par 49.3, on a vu qu'il y avait une volonté de baisser le budget. Donc on voit bien qu'il y a une attaque aussi sur le monde de la culture, sur le monde associatif, pour des questions budgétaires et non pas des questions, on va dire, démocratiques. Oui, vous avez complètement raison et c'est une vraie inquiétude. Et moi, j'ai pas envie que ce qui se fait au niveau national soit répliqué et amplifié au niveau local, alors que malheureusement, ça pourrait être possible. Ou pire, que pour des raisons
idéologique, c'est l'extrême droite, quoi, pour le dire vite. Mais en fait, c'est ça la réalité. Un certain nombre de soutiens soit coupés. Je voudrais aussi insister sur une chose sur les finances, parce qu'il y a le montant, mais il y a aussi, et c'est très important, la pluriannualité. C'est-à-dire non seulement de sanctuariser le montant, mais de pouvoir dire, on va pas vous demander de faire un dossier tous les ans ou tous les 6 mois. On va signer une convention, par exemple, pour 3 ans. Comme ça, l'association en question, elle a une visibilité. Ça, c'est majeur parce que souvent, c'est quand même, ça tient sur quelques personnes, c'est quand même assez précaire. Et donc, c'est très important de pouvoir donner une visibilité pluriannuelle. Et on a toujours le stress, entre guillemets, comme vous dites, si c'est pas pluriannuel, on a toujours le stress de se dire, est-ce que dans 1 an, j'aurai quand même cette subvention? Est-ce que dans 1 an, j'aurai toujours les moyens d'agir concrètement et de pouvoir me baser sur un budget, on va dire, provisionnel large? J'ai vu aussi que vous souhaitez aussi déléguer une personne associée au monde associatif pour pouvoir faire le dialogue entre la mairie et le monde associatif. J'ai vu aussi qu'il y avait une proposition de simplification administrative, justement. Si vous pouvez répondre à... Déjà, la pluriannualité, ça permet de simplifier. Parce que au lieu de faire un dossier tous les 6 mois, vous en faites un tous les 3 ans, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Parce qu'en fait, on voit aussi que certaines associations se retrouvent, et c'est pas facile, à faire des dossiers complexes. Parce qu'en plus, là, on parle de la mairie, mais vous avez la métropole, le département, la région, parfois l'Europe. Enfin voilà, c'est quand même à chaque fois des formats différents, des demandes différentes, des délais différents. Enfin, c'est quand même un sacré bazar. Pour quelqu'un qui fait du bénévolat, si vous avez envie de vous engager, on peut pas dire que ça donne envie. Donc, première chose, simplification par la pluriannualité. Deuxième chose, la formation. Alors ça se sait pas toujours, mais ça existe déjà un peu, même beaucoup. Les services de la ville proposent des formations. Je vous donne un exemple concret. Quand vous avez une association, vous pouvez être amené à embaucher, par exemple, un jeune sur une mission temporaire ou une personne même à temps plein. Il y a des histoires de contrat de travail, il y a des histoires de droit du travail. Il y a aussi des histoires de droit associatif, qui n'est pas le droit privé classique ou le droit public. Bon, on n'est pas censé être compétents tous là-dessus, hein. C'est technique, ça évolue parce qu'il y a des changements dans la loi. Donc être formé là-dessus, je pense que c'est important. Ou sur d'autres sujets qui sont des sujets de société, la laïcité par exemple, qui est évidemment une valeur cardinale dans notre République, et il faut que toutes les associations soient formées dessus. Donc vous voyez, ça aussi c'est très important pour faciliter la vie, puis faire que les bénévoles des différentes associations se rencontrent. Je vous donne un exemple qui est bien connu, c'est le Forum des associations en septembre. Il y a près de 300-350 stands, hein, donc c'est énorme, sur les quais la Rive Gauche, qui a trouvé d'ailleurs son public, hein, parce que c'est vraiment super comme manifestation, il y a plein de démonstrations et tout. Mais ça permet aussi aux uns et aux autres de se rencontrer. Moi souvent, j'ai des bénévoles qui me disent « Ah là, à l'occasion, j'ai rencontré tel ou tel, et en fait, il a les mêmes problématiques que nous, ou il peut apporter telle ou telle compétence, etc. etc. » Et puis, 4e point qui est pas des moindres, c'est le financement. Alors, j'ai parlé du financement public avec la ville ou la métropole, mais il y a aussi parfois du mécénat, soit du mécénat de compétences, c'est-à-dire des entreprises qui vont donner du matériel ou des personnels qui vont venir donner un peu de bénévolat. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la cravate solidaire, le recrutement, etc. C'est sûr que si vous travaillez dans une entreprise, dans les RH, vous pouvez amener de la compétence sur comment faire un entretien d'embauche, par exemple. Et aussi, bien sûr, du sponsoring quand c'est utile. Hein. Moi, je suis très fier qu'il y ait des entreprises de Rouen qui soutiennent des associations de Rouen. Et pour terminer sur cette thématique, j'ai vu aussi, monsieur le maire, vous avez une proposition des assemblées citoyennes. Si vous pouvez nous en décliner l'idée. Alors ça, c'est plus de la démocratie locale, mais c'est lié à la vie associative, mais pas que. En fait, on est parti d'un constat. C'est que avant, on avait les conseils de quartier qui marchaient plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fonction du quartier, des fois ça marchait. Souvent, ça marchait pas bien, en tout cas pas dans la durée, parce que ça tenait que sur quelques personnes, toujours un peu les mêmes, et qu'au final, ça n'était pas très représentatif. Donc, l'idée de l'assemblée de quartier, c'est de dire, on va faire par quartier une assemblée avec une partie tirée au sort, comme une convention citoyenne, parce que ça a prouvé son efficacité, pour justement avoir une meilleure représentation, par exemple, de gens qui s'estiment pas légitimes. Souvent, c'est les jeunes ou les femmes qui se disent, bon, ça, c'est pas pour moi. Donc déjà une composition très différente, et puis cette assemblée, elle va pouvoir travailler sur ses propres propositions bien sûr, mais aussi sur un contrat de quartier. C'est-à-dire tout simplement on va se dire bon, alors par exemple, je sais pas moi, à la Grand-Mare, on a un sujet sur le commerce. Qu'est-ce qu'on fait sur le commerce? On a un sujet sur la propreté. Qu'est-ce qu'on fait sur la propreté? On a un sujet sur les salles, les équipements pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? On a un sujet sur les associations locales. Comment on fait pour les aider? Et ça vous fait un plan d'action, évidemment avec la mairie, avec la métropole, et ça donne évidemment plus d'implication et d'engagement des uns avec les autres. Donc vous voyez, assemblée citoyenne et contrat de quartier.
Donc, c'est-à-dire que si les citoyens s'engagent dans cette assemblée, ça sera pris en compte. C'est-à-dire que vous, institutions, vous les écouterez selon leurs propositions. Oui, bon, on l'a déjà fait, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus et surtout on peut mieux le structurer, le coordonner pour qu'on sache dans chaque quartier ce qu'on a envie de faire. Je vais vous donner un exemple très concret qui résulte de ça. Le terrain de foot des Sapins. Le terrain de foot des Sapins, comment ça se passe? Au départ, il y avait un projet qui était porté à la ville et à la métropole qui était plutôt de faire une déchetterie. C'était plutôt sur les déchets verts sur ce secteur. Et puis, comment ça se passe concrètement? Il y a le club des Sapins qui vient me voir et qui me dit, franchement, on a énormément de demandes, garçons et filles. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de filles aussi qui jouent au foot au club des Sapins notamment, dans d'autres clubs aussi. Et on n'a pas assez de locaux et on n'a pas assez de terrain. Et c'est comme ça qu'a germé l'idée. Et ça aurait très bien pu être dans un contrat de quartier pour les Hauts-de-Rouen, vous voyez, voilà, etc., etc. Je vous prends un autre exemple qui va arriver. La nouvelle piscine, ça y est, elle arrive. Le travaux commence maintenant. Posez la question. Sauf que la piscine, c'est pas que la piscine. C'est derrière, évidemment, les gamins, les personnes âgées, le sport santé, la plaine de jeux autour, les questions de stationnement. Enfin, il y a énormément de choses autour. Il y a une crèche juste à côté. Il y a les terrains de foot à côté. Il y a, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est tout un ensemble. Ça se travaille avec les habitants. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au thème de la parentalité et du logement. HDR. Le bouclier social familial monoparental. Budget et calendrier, s'il vous plaît, monsieur le maire. D'abord, le constat, c'est que, notamment sur les Hauts-de-Rouen, une famille sur 2 est monoparentale, parents solo. Donc, ça veut dire un papa ou une maman. 8 fois sur 10, c'est une maman quand même, faut quand même le dire, avec 1, 2, 3, 4 ou plus enfants. Concrètement, les horaires collent pas, les horaires de boulot, les horaires de famille, les horaires de vie perso. C'est très compliqué à gérer. Ça coûte parfois plus cher de payer une garde que ce qu'on gagne en allant bosser pendant qu'il y a la garde. Donc, ça n'a pas de sens, etc., etc. Donc, c'est cette idée de bouclier social, c'est-à-dire d'aller aider en priorité les familles monoparentales, donc les parents solos. Comment? Alors, il y a plusieurs sujets à l'intérieur. Calendrier tout de suite. Il y a plein de choses qui peuvent se faire tout de suite. Je vais vous donner des exemples concrets. Changer les règles sur l'attribution des logements. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, alors on le fait déjà en partie, mais c'est pas suffisant et il faut pas que ce soit que Rouen Habitat d'ailleurs, il faut que ce soit les différents bailleurs, parce qu'il y a Rouen Habitat, mais il y a d'autres bailleurs aussi, pour que typiquement une maman qui bosse, qui va faire, je sais pas moi, des ménages en Île-de-France ou qui va bosser au CHU comme aide-soignante, qui part à 5 heures du mat, si elle a pas un logement qui est approprié, c'est-à-dire adapté au nombre d'enfants, adapté aux écoles des enfants, etc., ça va être extrêmement compliqué. Donc, changer les règles d'attribution sur les logements. Premier outil concret. Deuxième outil concret, une aide financière. Parce que si vous partez, je reprends mon exemple de cette maman qui part à 5 heures du mat. Bon, si vous partez à 5 heures du mat, les enfants à 7 heures, qui est-ce qui les réveille? Qui est-ce qui leur donne le petit-déj? Qui est-ce qui les habille? Qui est-ce qui les amène à l'école? Qui est-ce qui s'assure que tout va bien? Je pourrais vous dire la même chose le soir. Qui est-ce qui fait les devoirs? Qui est-ce qui donne le bain? Qu'est-ce qui fait à manger, etc. Si vous bossez et que vous rentrez à 22 heures, ça va être compliqué. Souvent, en pratique, il se passe quoi? Soit c'est un voisin, soit c'est l'aîné. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si jamais l'aîné, il a des difficultés scolaires ou s'il a des mauvaises fréquentations ou je ne sais quoi, ça peut vite devenir un vrai gros problème. Bon, comment est-ce qu'on change ça? En fait, le problème aujourd'hui, c'est que si vous partez à 5 heures, vous payez une garde, mais la garde, elle vous coûte au moins autant que ce que vous allez gagner en allant bosser à 5 heures. Donc, ça marche pas. Donc, la mairie intervient en conventionnant. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut travailler avec des professionnels. Donc je vais pas vous dire que ça se fait en avril 2026. Mais à un an près, ça c'est faisable. D'ici un an, d'avoir conventionné avec des professionnels, parce que c'est pas évident d'autoriser quelqu'un à venir chez soi à 6 heures du matin pour aller s'occuper de ses propres enfants, pour que la mairie prenne en charge la plus grosse partie du coût, pour que le coût soit extrêmement réduit pour la maman ou le papa solo, et que il y a une garantie de qualité. C'est-à-dire que la personne qui vient pour s'occuper des enfants, c'est pas n'importe qui, elle fait pas n'importe quoi. Parce qu'évidemment, c'est très important. Moi, je laisserai pas n'importe qui rentrer chez moi pour s'occuper de mes enfants. On peut tout à fait le comprendre. Voilà. Donc ça, c'est aide, garde d'enfants. Et puis, troisième point, réseau de parentalité. Parce que ce qu'on observe souvent, notamment pour les mamans d'ailleurs, c'est qu'elles sont seules. Elles sont seules pour s'occuper des enfants pour leur vie perso, mais elles sont aussi seules face aux difficultés. Et donc, il y a des endroits, il y a des associations, mais il faut amplifier et soutenir ça, où les mamans peuvent se retrouver pour parler entre elles. C'est très important aussi. Le centre Diane Armangol Marc-Arayan qui fait le temps des parents. Voilà, ça c'est un excellent exemple, absolument. Ça c'est le centre social qu'on a réouvert, qui est sur la maison du Plateau, qui est sur le Châtelet. On a réouvert plusieurs centres sociaux comme ça. On en a aussi rouvert un à Saint-Sever, rive gauche. Et vous avez raison, ça permet quoi? Ça permet de se poser
d'avoir du temps pour ses enfants et d'avoir du temps pour soi. Parce que vous savez ce qui se passe souvent. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais il faut le dire parce que souvent c'est tabou. Les parents, ils culpabilisent. La maman, qui voit bien que c'est compliqué parce qu'elle doit partir tôt, parce qu'elle a son boulot, parce qu'elle a la pression de son boulot, parce qu'elle a la pression de ses enfants, parce que les difficultés à l'école, etc. Elle culpabilise de pas arriver. C'est la charge mentale, quoi. Donc, des endroits où on peut souffler, se poser, partager avec d'autres, c'est hyper important. Et surtout se sentir écouté et soutenu, en fait, et pas se sentir jugé à travers le regard des autres. Exactement. Vous le dites mieux que moi. C'est tout à fait ça. J'ai un peu d'expérience dans le métier, mais ça, il faut pas le dire. Sur la priorité des crèches, vous souhaitez justement rajouter des places? Oui, là j'ai parlé effectivement des logements, mais en fait c'est logements et crèches parce qu'on sait aussi que pour les crèches on a ce sujet. Alors sur les crèches c'est compliqué parce que on a une donnée nouvelle, c'est qu'on a plus d'habitants. Et quand on a beaucoup plus d'habitants, on est même une des villes qui en accueille le plus maintenant. On est dans le top 4 avec Villeurbanne, Toulouse et Montpellier. C'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années. Donc évidemment que comme vous avez plus d'habitants, vous avez plus d'enfants. Et vous avez donc plus de pression, de demande pour les écoles, les crèches, les centres de loisirs, etc. Et on le voit très bien. Bon, les centres sportifs aussi, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on en ait plus. Il faut qu'on ait, alors, soit des crèches publiques, soit des crèches d'autres types. Il y a plein de types de crèches. Il y a des crèches associatives, il y a des crèches privées. Enfin, je rentre pas dans les détails. Non, c'est sûr que ça pourrait être très très long. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on crée plus de places. Ça, c'est vraiment majeur aujourd'hui parce qu'on a plus de besoins. Concernant le logement, là où c'est important, on sait que vous êtes président de Rouen Habitat, mais il n'y a pas que Rouen Habitat qui a des logements sur les quartiers QPV. Comment inciter mieux les bailleurs à respecter les locataires? Je m'explique, par exemple, concernant le chauffage, l'eau chaude, la propreté des immeubles, l'entretien des immeubles, la rénovation urbaine. Comment mieux inciter les bailleurs à mieux considérer leurs locataires? Alors, il y a plein de réponses. C'est difficile de vous répondre d'une phrase, mais c'est... J'ai essayé de faire une question large et vous avez le temps de répondre. C'est très important, ce sujet-là. Bon, Rouen Habitat, c'est 8000 logements. Donc, c'est énorme. Après, vous avez d'autres bailleurs, vous avez raison. Et il faut effectivement travailler avec tous les bailleurs. D'où l'importance de la métropole. Parce que le seul levier pour travailler dans de l'interbailleur, c'est le levier métropolitain. Si vous êtes que maire, entre guillemets, certes, vous présidez Rouen Habitat, mais c'est déjà très important, mais vous avez plein d'autres bailleurs et du coup, vous n'avez pas de prise sur eux. Alors, déjà, moi, je voudrais insister sur une chose, c'est la mixité du peuplement. Parce qu'en fait, ce que l'on constate, on va pas tourner autour du pot, c'est qu'il y a certains bailleurs, dont Rouen Habitat d'ailleurs, qu'il faut saluer à ce titre, mais quand même, il faut le dire, qui accueillent plus de logements de familles dans des logements de familles qui ont des revenus très modestes et d'autres bailleurs qui en accueillent beaucoup moins. Le résultat, c'est que vous avez même, y compris dans certaines communes, carrément pas de logements sociaux ou très peu, ou alors du logement social, mais qui n'accueille pas le même niveau social. Donc, il faut plus de mixité. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail au niveau de la métropole. Première chose. Deuxième chose, votre question, c'était quel levier? On a un levier fiscal. C'est qu'il y a des exonérations et des dérogations pour les bailleurs sur la taxe foncière, notamment dans les QPV ou autour. Et l'idée, c'est de dire, OK, vous allez payer moins de taxes foncières, mais en contrepartie, il y a un certain nombre d'exigences. La propreté, la dératisation, la sécurité, les gardiens d'immeubles, le nettoyage des communs, etc., etc. Après, je veux être clair, tout ça, ça dépend aussi du civisme et du comportement de chaque locataire, parce qu'on sait aussi qu'on a ces problèmes-là parfois. Donc, faut pas non plus tout mettre sur la tête des bailleurs, parce qu'il y a aussi ce sujet. Et puis, troisième point, c'est l'investissement, parce qu'en fait, le problème qu'on a aussi, c'est que le parc il vieillit. Donc, quand on a 8000 logements, évidemment, alors on a réduit le nombre de logements qui sont les plus énergivores, qui sont les plus sales ou les plus vieux, etc. Mais il faut être honnête, il y en a aussi qui sont anciens encore et qu'il faut rénover. Et donc, c'est un gros plan, c'est pas facile à faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut plus de moyens, notamment de rénovation thermique pour réduire les charges de chauffage ou relié au réseau de chaleur, puisqu'on a la petite bouverie à côté. Ça fait une énorme différence. Si vous êtes relié au réseau de chaleur ou si vous fonctionnez au fioul ou je ne sais quoi, ou au gaz, le jour où vous avez une explosion des prix de l'énergie, c'est pas la même. Donc, ça, c'est des choses très concrètes et qu'il faut arriver à bouger. Donc, ça, c'est un plan d'investissement et de rénovation. Il y a aussi la mise en accessibilité. Il y a aussi des choses très simples, mais qui sont pas toujours faites à ce jour. C'est par exemple des volets
pour quand il y a une canicule, faire qu'il y ait une protection extérieure et pas intérieure, parce qu'évidemment que s'il fait très chaud et que vous avez du voilage ou des volets intérieurs, ça va pas vous diminuer la température dans votre logement. Votre exemple, justement, de la mixité sociale est assez intéressant parce que quand un habitant des Hauts-de-Rouen, par exemple, souhaite obtenir un appartement du côté de Luciline, où on sait qu'il y a en dehors de Rouen Habitat des logements sociaux, ça peut être compliqué en fait. Ça peut être compliqué, même s'il a les revenus pour, même s'il a les garanties pour, parce que on pourrait supposer qu'il vient des Hauts-de-Rouen, on lui refuse l'accès. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir plus de mixité. Alors, ça se fait de plus en plus. Si vous regardez bien, si on est très précis, vous avez peut-être vu que maintenant, ça y est, il va y avoir les premiers logements sociaux à Bois-Guillaume, qu'il va y avoir les premiers logements sociaux au Ménil-Lénard. Enfin voilà, des endroits où il y en avait pas du tout avant. Donc ça commence à bouger, mais c'est très long. Et comme je vous ai dit, le parc c'est 8000, donc le temps qu'on bouge ça prend du temps. Voilà, donc il faut pousser et il faut contraindre. Mais en fait, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour vous donner simplement pour que chacun, vos auditeurs, puisse comprendre comment ça se passait avant. En fait, avant, chaque commune travaillait avec le bailleur qu'elle voulait. Donc vous aviez carrément des communes qui disaient moi je veux pas de bailleur social, je veux pas de logement social. C'était le cas de Bois-Guillaume pendant des dizaines d'années. Bon, et je préfère payer des amendes plutôt que d'avoir des logements sociaux. C'était honteux, mais c'était la politique choisie par la municipalité. Heureusement, ça a changé depuis. Première chose. Et puis deuxième chose, il y avait des habitudes avec tel ou tel bailleur, et donc tel ou tel locataire n'était pas pris parce que tel ou tel bailleur avait une politique de pas prendre tel ou tel type de locataire. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, comme on a la métropole, on dit on rassemble tout le monde et on dit priorité pour les relogements aux bailleurs qui sont dans les QPV. Donc concrètement, c'est d'ailleurs pas que Rouen Habitat, c'est pour prendre un autre exemple, c'est le foyer Stéphane par exemple sur Château-Blanc. Si je prends Saint-Étienne-du-Rouvray, voilà, ou Elbeuf, ou avec le Puchot, voilà. Bon, ceux-là, pourquoi prioritaire? Parce que ils ont des objectifs de démolition-reconstruction. Vous avez vu que par exemple qu'on a démoli la Banane et qu'on reconstruit, ou l'immeuble Rousseau au Châtelet. Et deux, c'est la typologie, c'est-à-dire la nature des ménages. Et ce sont en général les ménages qui ont les revenus les plus faibles. Effectivement, pour terminer sur cette thématique, on sait très bien que le renouvellement, le projet de l'ANRU est long. On dit souvent que le mandat de maire, c'est ce qui permet à celui qui l'a de voir les travaux, on va dire, proches de lui. Par exemple, à la différence du mandat de président de la République, où lui, quand il engage des actions, c'est sur le temps long. Mais le mandat de maire est beaucoup plus proche. Pensez-vous que ces 6 dernières années, ce que vous avez engagé va se réaliser pour les 6 années qui viennent? Oui, ça y est, on est rentré. D'ailleurs, ça se voit dans la phase très concrète de l'ANRU. Vous le voyez. Bon, l'exemple qui est le plus visible, sans doute, c'est le Châtelet. En ce moment, vous voyez l'immeuble Rousseau, il était complètement bâché parce qu'il y avait le désamiantage. Là, il commence à être débâché et détruit. Le centre commercial du Châtelet. Vous voyez des choses comme ça. Vous avez vu, je l'ai dit, la Banane qui a été démolie. On pourrait parler des Contre-Moulins. On pourrait parler. Enfin, il y a plein d'exemples. Bon. Vous allez voir bientôt les écoles, puisqu'il y a les 2 nouvelles écoles quand même sur les Hauts-de-Rouen. Donc c'est quand même énorme là aussi. Donc c'est un gros programme. Mais comme vous l'avez dit, en fait tout ça, concrètement pour les gens, ça a commencé à être visible il y a quelques mois, 1 an peut-être, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus. Donc en réalité, ça a pris 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études, etc. Donc pour moi, c'est une grosse frustration parce que tout le monde le sait pas, mais l'ANRU, c'est un programme national. Ça part d'une bonne intention, sauf que c'est très lent. Ça met beaucoup de temps. Et en fait, pour les gens, souvent ils se disent, on voit rien venir sur le terrain, quoi. Donc l'horizon, si vous voulez, c'est 10 ans. Moi, j'ai été élu il y a 6 ans. Donc oui, dans les 4 ans qui viennent, vous voyez, vous avez commencé de le voir et ça va effectivement s'amplifier. Mais franchement, alors ça c'est un débat national, mais moi je voudrais que ça aille plus vite au niveau national parce que franchement, cette histoire d'agence nationale où il faut aller chercher, vous avez l'impression de repasser un concours ou un examen devant un jury de fonctionnaires pour demander de l'argent, c'est un peu humiliant honnêtement. En plus, sans leur faire injure, c'est pas eux qui connaissent le mieux le terrain. Les quartiers de Rouen qui connaissent mieux les quartiers de Rouen que les Rouennais. Enfin bon, voilà. Et ça prend beaucoup trop de temps. Donc si ça pouvait être facilité au niveau national, mais bon, c'est un autre débat. Après, non pas pour prendre la défense sur votre mandature, mais c'est vrai qu'on peut aussi associer ça au moment du Covid ou le fait qu'il y a beaucoup de projets d'État, ou de collectivités locales qui ont dû s'arrêter parce que la crise était présente. Oui, vous avez raison. Faut être juste, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu aussi ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire une pause musicale. Vous avez choisi un titre, André,
dont le titre c'est Bienvenue à Rouen. Est-ce que vous pourrez un peu expliquer ce choix? On pose toujours la question aux candidats et aux candidates sur leur choix musical. Est-ce que il y a une histoire personnelle? Est-ce que pourquoi ce choix de musique? Thomas, donc c'est le prénom de ce chanteur, mais son nom de scène c'est Andrei. Effectivement, est un chanteur, un musicien, un artiste rouennais qui s'est fait connaître par des vidéos et des chansons sur Internet qui sont très à la fois poétiques, très très belles, à la fois douces et en même temps très riches. Et dans cette chanson, il dit quelque chose d'important. Il dit bienvenue à Rouen. Et dans bienvenue, moi j'entends la fraternité. C'est-à-dire que Rouen, c'est une ville qui a 2000 ans d'histoire. C'est une ville tournée vers l'international. C'est une ville portuaire. C'est une ville qui sait accueillir. C'est pas de l'angélisme. C'est cette idée que on est tous différents, mais quand on s'accueille les uns les autres, quand on essaie de se comprendre les uns et les autres, même si on a des différences, il dit bienvenue à Rouen, il y en a pour tous les goûts. Vous allez entendre la chanson. Et je trouve que il dit même, je crois, bienvenue à Rouen, il y en a pour tous les goûts, même les mauvais. Et c'est de l'humour et c'est très doux, c'est taquin sans être méchant. Et je trouve que ça donne un beau message pour Rouen. C'est ce message de fraternité. Eh bien, comme vous l'avez dit, on va accueillir cette pause musicale. On revient dans quelques instants. Bienvenue à Rouen, c'est comme Paris mais en moins grand. Un bar à chaque croisement, un kebab par habitant. C'est comme ça qu'on se tient chaud, de la bière et du gras. Terrasse chauffée en août à cause du froid. T'es de Rouen, c'est un pote de pote qui connaît Riles. Si quand on parle de camp, tu crois qu'on t'agresse. Bienvenue chez nous. Enfin, tout dépend du bar dans lequel tu vas boire. L'Enzo c'est très bien mais pas original. L'Oka c'est blindé alors tout le monde en dit du mal. Le Shadow, le 3 pièces pour les vieux rockers indés. Et le Socrate pour les pires des BCBG. Mais bon, même avec eux, Rouen est la plus belle. Si on oublie le panorama XXL, je sais pas s'il faut être fier, mais on a le plus beau des McDo et une grosse montre en or dans la rue du Gros. Bienvenue à Rouen, y en a pour tous les goûts, même les mauvais. Que du bon temps, même si le temps est tout le temps mauvais. On s'ennuie souvent, on s'en lasse jamais. On a nos 4 maisons comme à Poudlard, Flaubert, Gryffondor, Corneille, Serpentard. À Jeanne d'Arc, c'est des chômeurs en Sarouel. À Blaise Pascal, y a qu'une meuf qui est même pas belle. Pour un date, pour épater ta copine, si t'as des bons mollets, y a la côte Sainte-Catherine. Si t'as de la monnaie, y a la foire Saint-Romain. Tu pourras lui offrir une fausse paire de requins. T'aimerais vivre à Paris, mais t'es pas assez riche. Pas grave, on a nos bobos aussi à la friche. Tu veux skater torse nu, canette à la main. Y a l'hôtel de ville et 2-3 punks à chien. Le dimanche, c'est fermé, la ville se stoppe. Non, Pierre, non. Sauf la cascade pour tes clopes. Si tu cherches, y a toujours un épicier d'ouvert. On a tous fini 4h du mat à la croix de pierre. Bienvenue à Rouen, y en a pour tous les goûts, même les mauvais. Que du bon temps, même si le temps est tout le temps mauvais. On s'ennuie souvent, on s'en lasse jamais. Parfois je suis pris de nostalgie. Je pense aux achats au thé gratuit. Quand je savais pas que la bonne nouvelle chez nous c'est pas une bonne nouvelle. Quand je ratais le dehors 200 fois, attendais dehors dans le froid. Quand il a fallu qu'on recolle les poumons après du brisol. À tous les non-rois de la terre, si chez nous vous voulez venir, prévoyez juste une petite polaire. Sinon j'ai qu'une chose à vous dire. Bienvenue à Rouen, y en a pour tous les goûts, même les mauvais. Que du bon temps, même si le temps est tout le temps mauvais. On s'ennuie souvent, on s'en lasse jamais. Bienvenue à Rouen, y en a pour tous les goûts, même les mauvais. Que du bon temps, même si le temps est tout le temps mauvais. On s'ennuie souvent, on s'en lasse jamais. On s'ennuie souvent, on s'en lasse jamais. Voilà, quand je fais ça à taper. De retour sur le mix des cultures et sur votre émission La Voix des municipales. On parlait en première partie avec vous, Nicolas Marossignol, sur votre programme autour de la parentalité, du logement. Là, on va passer à cette deuxième partie avec toi, Naïm, où on va parler jeunesse. Jeunesse et école. HDR. La jeunesse et l'école, grande thématique, un peu pour rentrer dans le fond. On a parlé aussi de, justement des écoles. Vous allez pouvoir nous dire
Alors, l'école de la banane, quand, comment, dans combien de temps? On sait que le terrain a été commence à être aménagé, que le Prévert va bientôt accueillir les enfants le temps que les rénovations vont se faire. Ça. Alors bon, sur les travaux, je vais être prudent. Il faut compter l'ordre de grandeur, c'est 2 ans, je pense. Mais les concours d'architectes ont été faits, hein, donc c'est comme la piscine, tout est prêt, ça y est, hein, c'est lancé, à vrai dire, hein, et tant mieux. Alors il faut savoir quand même que ça a pris du temps parce que c'était pas le projet initial sur la rénovation urbaine, et puis finalement, donc concrètement, il va y avoir 2 nouvelles écoles donc sur les Hauts-de-Rouen. Mais je voudrais insister, même si on est sur Radio HDR, qu'il y a d'autres projets d'écoles dans la ville, hein, c'est important. Il y a par exemple l'école des Pépinières, rive gauche, qui va être étendue à côté des anciens verres et acier qu'on a enfin démolis. Il y a une nouvelle école quartier ouest, qui d'ailleurs est à partir d'une ancienne école, qui est l'école Sévigné. Il y a un nouveau groupe scolaire dans le nouveau quartier Flaubert, avec crèche, etc. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a jamais accueilli autant de nouveaux habitants. On a une vraie demande. On a certaines écoles où il y a trop d'enfants par classe, hein, on l'a vu par exemple rive gauche, et donc il y a vraiment un enjeu de création de nouvelles écoles. Et puis j'oublie pas la rénovation des écoles existantes, parce que c'est aussi très important, bien sûr, avec notamment la partie énergétique, parce qu'on l'a vu par exemple pendant l'été quand il fait très chaud, ou bien sûr l'hiver quand il fait très froid, la question énergétique elle est majeure. Il peut y avoir aussi des sujets spécifiques, par exemple à Maupassant, vous avez peut-être vu qu'il y a eu cet accident là avec la voiture qui rentrait dans le préau, donc il y a dans un poteau du préau, donc là il y a des travaux spécifiques, voilà. Mais donc c'est un grand plan sur les écoles. Il faut pas vendre du rêve, on n'a pas de l'argent magique, donc il faut prioriser bien sûr. Mais là je viens de vous donner quelques éléments qui sont clés et qui vont permettre, je pense, d'améliorer largement la situation, et en particulier sur les Hauts-de-Rouen. Pourquoi je dis en particulier sur les Hauts-de-Rouen? Pas parce que il faudrait faire du clientélisme, mais parce qu'il y a une spécificité sur les Hauts-de-Rouen. C'est que c'est le quartier, enfin les quartiers, si je prends les 4, Grand-Bar, Lombardie, Châtelet, Sapin. Si vous voulez pas vous fâcher avec certains habitants, vaut mieux... Non, mais il y a pas de souci. Mais vous voyez que je les connais bien. Évidemment, c'est normal. Ce sont les quartiers où il y a le plus d'enfants par habitant. Ce sont les quartiers où il y a le plus d'enfants par habitant. Donc, très clairement, la question des écoles est plus forte sur ce secteur que sur d'autres. Et monsieur le maire, pour le périscolaire, comment mieux accompagner les animateurs en formation, mieux les rémunérer, peut-être aussi leur donner une meilleure formation justement du quotidien, parce qu'on sait que des fois, recruter un animateur peut être compliqué, mais justement l'accompagner pour que son job envers les enfants et le lien avec les parents soit mieux compris. Oui. Alors, il y a plusieurs points dans votre question. C'est une question très importante et je vous remercie de la poser. Déjà, développer le périscolaire. Donc déjà, les lieux de périscolaire, ça c'est important. Mais là, vous avez plus parlé des animateurs de périscolaire. Mais bon, je voulais commencer par les lieux parce qu'il y a quand même ce premier sujet. Parce que comme je vous ai dit, on a de plus en plus de demandes. Deuxième point, donc les animateurs. La formation, qui est très importante, notamment sur tout ce qui concerne évidemment les violences sexuelles et sexistes et le rapport aux enfants de manière générale. On sait qu'il y a eu des scandales dans d'autres territoires, heureusement pas chez nous, mais c'est quand même un énorme sujet. La fidélisation. Alors ça, c'est très difficile parce qu'on a un sujet national sur c'est des métiers en tension, hein, le périscolaire. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes qui font ce travail-là, c'est des horaires qui sont pas simples parce que par définition, c'est le matin tôt ou en fin de journée. Donc, c'est pas facile de conjuguer ça avec une vie perso ou avec ses propres enfants. Et puis, souvent, c'est des métiers de transition parce que les personnes vont aller faire autre chose. Donc, si elles trouvent un autre boulot, elles vont arrêter. Donc, on forme quelqu'un, puis il s'en va, etc. C'est un sujet national, hein, c'est pas du tout un sujet que rouennais. Donc il y a la question de la rémunération. On a déjà augmenté la rémunération et il faut sans doute continuer de le faire. Donc c'est la première chose. Et puis proposer des parcours professionnels, c'est-à-dire vous rentrez à la ville de Rouen comme animateur périscolaire, on va vous proposer un parcours de formation et de carrière pour pouvoir exercer d'autres métiers ensuite. Alors tout le monde va pas forcément rester, mais ça va augmenter le taux de fidélisation. C'est-à-dire que vous allez avoir plus en proportion de gens qui vont se dire du coup je pourrais faire ma carrière à la mairie, donc je vais pas forcément quitter tout de suite. Parce que ça c'est un gros sujet. On a beaucoup de, comme on dit, de turnover, quoi, de gens qui restent mais qui partent vite, qui restent pas longtemps. Voilà. Donc sur le périscolaire, premier sujet les bâtiments, les lieux. Deuxième sujet la formation. Troisième sujet la fidélisation. Je voudrais quand même insister sur les besoins, en bâtiment, comme je le disais, parce que
tout ce que je viens de dire est très bien, mais si on n'a pas assez de lieux d'accueil de périscolaires, ça peut pas marcher. Je vais vous donner un exemple concret. Il est prévu un nouveau centre de loisirs de près de 200 places quand même, sur le quartier Flaubert. Parce qu'aujourd'hui, rive gauche, le périscolaire, c'est extrêmement compliqué. Et puis, je voudrais vraiment renforcer ce sujet de la formation. Parce que on a déjà des modèles de formation, des modules de formation, mais il faut qu'on aille plus loin. Je pense à quelques sujets importants. Alors j'ai parlé des violences sexuelles et sexistes, violences faites aux enfants, mais je voudrais aussi parler de la laïcité. Et parce que c'est un sujet qui est pas forcément évident quand on est un jeune animateur par rapport aux enfants. Et puis des enfants, comme on dit, à besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire sur les enfants en situation de handicap. Oui, voilà, le spectre de l'autisme par exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Et là aussi, on peut le comprendre. Quand vous êtes un jeune animateur, on n'est pas forcément formé à ça. C'est pas forcément facile de réagir, de savoir ce qu'il faut faire. Donc voilà, je voulais insister sur tous ces points. Mais le fait de constituer des équipes par groupe scolaire permet justement de mieux partager les expériences. Parce que quand vous avez par exemple un professeur qui est chevronné, qui sait gérer des enfants en situation de handicap depuis pas mal d'années, et que vous facilitez le dialogue, le travail avec un jeune animateur périscolaire dont c'est la première année par exemple, et qui n'a pas cette expérience, bien sûr que ça va aider l'animateur. Merci pour cette réponse sur cette thématique. La jeunesse, on en parle souvent, on en parle des fois à bon escient, on en parle des fois à mauvais escient. On a vu ce que vous avez pu proposer autour du thème de la jeunesse au fil des années. Moi, ma question, c'est comment améliorer la vie des jeunes, des étudiants de Rouen? Parce qu'on va élargir, comme vous l'avez dit, on est peut-être la radio HDR, mais on parle aussi, on est écouté dans toute la ville. Comment améliorer justement le sens de l'engagement, de la citoyenneté des jeunes, mais des institutions, quelles sont? On sait qu'il y a des organismes de la mairie qui proposent d'accompagner des jeunes en difficulté, qui ressemblent pas à l'émission locale, mais les jeunes, des fois, ils sont un peu laissés à l'écart. On s'intéresse à eux que pendant les élections, et à d'autres moments, on se dit, écoutez, c'est pas grave, ils mettent le bazar dans les quartiers, mais il faut pas s'en occuper. Alors, on a fait déjà beaucoup de choses, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je peux pas parler de tout, mais je vais citer 3 sujets qui me semblent très importants. Emploi, ou plutôt emploi, formation, stage, pour le dire vite, santé et mobilité. Sur emploi, formation, stage, je crois qu'on est à peu près les seuls à proposer ça. C'est un sujet majeur. Et déjà au niveau des stages, et déjà au niveau de la 3e, je vais vous dire. Pourquoi ? Parce que vous voyez, j'avais une réunion là hier soir sur ces sujets-là, avec des mamans qui me disaient, mais on galère pour trouver des stages pour les gamins. Et dès la 3e. Et c'est particulièrement vrai, et on le sait bien, dans les quartiers populaires. Donc, on a commencé de le faire en mettant en place des accueils à la mairie. Il y a une centaine de stagiaires chaque année, 3e, seconde, qui sont accueillis. Moi, chaque semaine, j'ai des stagiaires, y compris avec moi-même, qui me suivent, et c'est très bien pour eux. Mais il faut qu'on aille plus loin au niveau des emplois publics en montrant les services municipaux ou métropolitains. On fait pareil à la métropole, ça c'est très bien. Mais aussi avec les entreprises. Donc moi, ce que je veux, vous savez, nous, on aide des entreprises. C'est de conditionner ces aides en disant, OK, on vous aide, côté boîte, mais en contrepartie, vous allez vous engager sur prendre un certain nombre de stagiaires de 3e, de seconde, premier point, prendre en alternance, parce que là, je change un tout petit peu de sujet, mais c'est aussi la question de l'insertion professionnelle des jeunes, prendre en insertion et prendre éventuellement en emploi. Par exemple, sur les marchés qui concernent les chantiers qui sont sur les quartiers des Hauts-de-Rouen, pour prendre juste un exemple. Je vous ai donné plein d'exemples tout à l'heure. La piscine, la rénovation urbaine, les écoles, il y en a plein des chantiers. Donc en réalité, il y a des possibilités. Sauf que vous les avez vues, les boîtes, elles sont venues ici dans les locaux au 9 rue Georges Braque pour parler avec les assos, parler avec les jeunes, avoir des forums et tout. Ça arrive, mais c'est franchement pas assez. C'est vraiment pas assez. Il y en a qui le font, mais on peut vraiment faire beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc, vous voyez, le premier volet, c'est ça. Stage, formation, emploi. C'est majeur parce que si vous avez des gamins qui trouvent des stages où on leur dit, vous êtes considérés dans la société, à qui on donne des possibilités de s'insérer, de se former, c'est pas du tout la même chose que si on leur dit, en fait, vous êtes assigné à résidence sociale, des stages, il y en a pas pour vous, démerdez-vous tout seul, vous avez pas le réseau parce que la famille, les voisins, les collègues, les amis, personne n'est avocat, personne n'est ingénieur, personne n'est machin, et ça c'est terrible. Donc voilà, ça fait une vraie grosse différence, et ça explique beaucoup de la colère et du sentiment d'injustice qu'expriment les jeunes. Donc c'est le premier point.
Deuxième point, je voulais insister sur la santé. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, un sujet, j'allais dire la santé mentale, c'est un sujet un peu tabou, et notamment chez les jeunes. Souvent, il y a, notamment depuis la pandémie, des gamins ou des jeunes adolescents ou jeunes adultes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça peut être lié à des addictions, pas que. Ça peut être lié aux écrans, aux réseaux numériques, etc. À la solitude. À la solitude, à l'isolement, exactement, mais souvent c'est lié. Parce que on dit souvent, avant, les jeunes, il y avait plus de choses pour eux. C'est peut-être vrai. Mais moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est que maintenant, vous avez beaucoup de jeunes qui s'isolent parce qu'ils sont sur leur téléphone. Et donc, ils vont pas à la MJC. Parce que, tout simplement, c'est pas qu'il y a pas à la MJC, c'est qu'ils y vont pas parce qu'ils sont sur le téléphone. Bon. Donc, il faut qu'on arrive à casser ça. Donc, des lieux pour se retrouver. Vous voyez ce qu'on a fait à la Maison du Plateau, par exemple. Parce qu'on a fait à la Maison du Plateau, si vous allez en bas, vous allez voir une salle de danse, vous allez voir une salle d'arts martiaux, de MMA, de boxe. Et si on sort des caricatures, c'est des lieux sociaux. C'est des lieux où les jeunes se retrouvent. C'est des lieux où les jeunes sont formés. D'ailleurs, c'est des salles qui sont très bien équipées, avec des éducateurs, avec des gens que je pense, par exemple, à Alain Inseke, par exemple, au taekwondo, qui fait des choses vachement bien avec les gamins. Et il fait beaucoup plus que du taekwondo, je peux vous dire. Il fait de l'éducatif, il fait du social, voilà. Et la santé mentale, c'est un tabou. Donc, au moins une consultation sans frais. Alors vous allez me dire ça existe. Non, ça existe pas parce que le dispositif de l'État, il est remboursé, oui, à 60%. Et ça coûte 50 €. Donc 60% de 50 €, ça veut dire qu'il vous reste 20 € à débourser. Ça, vous payez pas 20 € pour aller voir un psy. Et en plus, vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou. Et puis le dernier point, mais ça j'en ai souvent parlé, c'est la mobilité. Gratuité des transports. C'est exactement, entre guillemets, la dernière question que je vais poser sur cette thématique, c'est-à-dire pour l'allier et pour l'élargir un peu plus qu'à la jeunesse. On sait qu'il y a des concurrents qui ont des propositions concernant les transports. Il y en a, ils veulent une gratuité totale. D'autres voudraient une gratuité partielle. Alors, d'autres voudraient surtout revenir à réduire la gratuité, il faut quand même le dire. Mais j'aimerais bien aussi avoir votre vision et vos propositions pour votre peut-être futur nouveau mandat. Vous avez vu ce qu'on a déjà fait et vous savez ce qu'on veut faire. Ce qu'on a déjà fait, moi, gratuité le samedi. Mais... Non, mais je le redis. Le samedi, gros impact d'ailleurs sur le commerce aussi, mais bien sûr pour tout le monde, pour se déplacer. Gratuité pour les moins de 18 ans. Ça a été un gros plus pour les familles. Je parlais des familles monoparentales. Je dis toujours les chiffres. Un abonnement. Vous avez un enfant qui a 14 ans, 15 ans, qui est au collège, au lycée. Ça coûte combien un abonnement, même demi-tarif? 200-300 € par an. Donc si vous avez 2 ou 3 enfants, la gratuité, ça vous fait économiser 600 € par an. Je connais pas beaucoup de politiques publiques qui font gagner 600 € aujourd'hui. Celle-là, elle en fait partie. Et nous, on veut aller plus loin. Alors après, la gratuité, bien sûr, il faut toujours dire que c'est un raccourci de langage, qu'il y a un coût. Donc il faut bien dire comment on finance ce coût. Si vous faites la gratuité totale, par exemple, si vous dites tout est gratuit tout le temps, sur tous les bus, tout le temps, pour tout le monde, quel que soit votre âge, votre niveau de revenu, tout ça, ça coûte entre 30 et 40 millions d'euros. Donc il faut dire où vous les trouvez. Moi, je dis moins de 25 ans plus 65 ans. Pourquoi ? Parce que si on regarde les moins de 25 ans, ça permet à des jeunes, je vous ai dit, on a déjà fait les moins de 18 ans, donc c'est passé de 18 à 25. Ça permet à des jeunes qui sont des jeunes travailleurs, des jeunes étudiants, des jeunes qui cherchent du boulot, de plus facilement se déplacer pour leurs études, pour leur formation, pour leur insertion professionnelle. C'est décisif. Quand vous avez 20 ans, que vous démarrez dans la vie professionnelle ou dans vos études, le budget mobilité, c'est un budget énorme. Donc, c'est très important. Et puis, accessoirement quand même, ça permet d'acquérir de bonnes pratiques, des bonnes habitudes par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement. Et puis, c'est aussi tout simplement de la liberté et de dire aux jeunes, vous êtes bienvenus dans la ville et dans l'agglomération. Et pour terminer sur notre interview, nous allons passer maintenant au thème de la tranquillité publique. HDR. La tranquillité publique, thème récurrent. Certains sondages disent que c'est le thème principal pour nos concitoyens. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses faites, comme l'ouverture du commissariat municipal à Sens-Vert. Commissariat, c'est pour la police nationale. Poste de police, excusez-moi, désolé. Non, mais je vous reprends parce que c'est important, parce que souvent on fait la confusion, mais vous avez la police nationale et la police municipale, c'est pas les mêmes prérogatives. Quelles sont pour vous justement les propositions, votre vision sur la tranquillité publique à Rouen? Si je pourrais résumer un peu votre vision, c'est oublions la phrase de Nicolas Sarkozy en 2002 qui disait la police n'est pas là pour jouer au foot avec les jeunes, et essayons d'élargir le spectre pour avoir une vision plus large et plus pédagogique de la jeunesse et des problèmes sécuritaires. Oui, je pense que c'était une vraie grosse caricature ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il a été condamné récemment pour d'autres raisons, mais bon, bref, non, mais je vais vous donner un exemple concret positif. La police nationale, elle fait ce qu'on appelle le raid aventure. Le raid aventure, c'est un moment où les jeunes peuvent, ou les moins jeunes, mais c'est souvent les jeunes,
peuvent venir découvrir les métiers de la police, parler avec des policiers directement, s'amuser, escalade, on balade en moto, voilà. Et pourquoi c'est important? C'est pas de l'angélisme, mais c'est mieux se comprendre. Et dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on sait aussi que parfois il y a du racisme ou des problèmes de difficultés de violence policière, ça existe aussi. Donc faire en sorte, là encore, vous voyez, ça c'est la fraternité dans la République. La police, elle a son rôle, bien sûr qu'il est important, mais franchement, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les uns et les autres se détestent ou on veut que les uns et les autres se comprennent? Rappelez le nom des agents de police, gardiens de la paix. Exactement. Et on a un peu oublié ça. Et donc, il s'agit pas de faire d'angélisme, mais il s'agit de mieux faire comprendre. Et vous savez, vous allez trouver dans les effectifs de police des gens qui, au départ, sont issus de quartiers populaires. Et moi, j'ai envie, tout simplement, que les uns et les autres se comprennent. Et donc, la police de proximité, elle a un rôle décisif. Et le fait que Nicolas Sarkozy l'ait supprimé, je pense que c'était une grave erreur. Merci, monsieur le maire, pour cette réponse. Nous allons passer maintenant à votre carte blanche. HDR. Comme chaque candidat, je vous ai demandé de venir dans cette émission avec une carte blanche, donc je vais vous laisser nous la présenter. Ma carte blanche, en fait, elle est dédiée à 3 personnes, tout simplement. J'ai 5 minutes sur cette carte blanche. Je vais essayer de tenir le temps. D'abord, elle est dédiée tout simplement à Adeline. Adeline, c'est une maman. Elle habite sur les Hauts-de-Rouen. Elle a 3 gamins. Elle bosse, je vous ai dit tout à l'heure, tôt le matin. Elle va bosser au CHU. Elle va s'occuper de la propreté au CHU. C'est hyper important, la propreté au CHU, parce que si vous avez des infections bactériennes au CHU, je peux vous dire que c'est un grave problème. Sauf qu'en partant à 5 heures, ces gamins, elle peut pas s'en occuper le matin. Et il y a le plus grand, il est au collège. Parfois, il a des mauvaises fréquentations. Elle a le sentiment d'être toute seule. Et c'est pas qu'un sentiment, parce que d'abord, elle vit seule. Et puis les problèmes qu'elle doit gérer tous les jours avec la charge mentale qui va avec, qui s'en occupe à part elle? Pas grand monde. Elle n'est pas forcément aidée, elle gagne pas des milliards. Elle a envie que ses enfants réussissent. Elle croit en l'éducation, mais c'est pas tous les jours facile. Elle se sent coupable aussi parce qu'elle doit tout faire toute seule et elle y arrive pas toujours. Et moi, j'ai envie que la mairie, elle a pas de baguette magique, la mairie, mais j'ai envie que la mairie, elle lui apporte un vrai plus pour qu'elle puisse, Adeline, vivre mieux. Par exemple, gratuité des transports pour ses enfants. Par exemple, une aide financière pour la garde sur les horaires atypiques, par exemple tôt le matin quand elle va bosser. Par exemple, ce réseau où elle va pouvoir rencontrer d'autres Adelines, d'autres femmes, d'autres mamans pour partager, et toi aussi tu as ces difficultés et comment tu fais. Par exemple, qu'il y ait plus d'associations qui prennent en charge ces enfants quand l'école elle est terminée, mais qu'il y a encore de l'éducation, et c'est de l'éducation populaire, avec le sport, avec la culture, avec la musique, etc., etc. Après, je pense à Moussa, qui est un jeune de la Lombardie. Moussa de la Lombardie, c'est un gamin brillant, sauf que en 3e, on lui a dit le seul stage que tu peux trouver, c'est le kebab du coin. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que dans sa famille, il y a personne qui en fait a un réseau professionnel qui lui permette de trouver un stage plus intéressant, plus porteur, plus prometteur pour la suite de sa vie d'étudiant, sa vie professionnelle demain. Et Moussa, j'ai envie tout simplement qu'il puisse se dire la République, elle m'a pas abandonné. J'ai une place dans cette République. On va lui trouver des stages, on va lui montrer que c'est pas parce qu'il s'appelle Moussa et qu'il vient des Hauts-de-Rouen ou de la Lombardie qu'il peut pas devenir pharmacien, qu'il peut pas devenir ingénieur, qu'il peut pas devenir artiste, qu'il peut pas devenir chef d'entreprise, qu'il peut pas devenir maire, qu'il peut pas devenir, voyez, voilà. Et ça, c'est hyper important. Alors pareil, on n'a pas de baguette magique, mais montrer que ça existe, trouver des stages, demander aux boîtes de faire en sorte que elle fasse le job pour venir aller voir Moussa dans son quartier pour lui dire t'es légitime, toi aussi t'as ta place. Il va falloir que tu te bouges les fesses aussi, va falloir que tu sois à l'heure, va falloir que tu bosses, va falloir que tu prouves ton talent, que tout le monde ne pourra pas devenir Thomas Pesquet sans doute, mais t'as la possibilité, on t'offre une chance, vous voyez. Ça c'est un truc qu'on fait pas bien en France et c'est un gâchis. C'est un vrai gros gâchis. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on s'occupe pas des gamins tôt dans leur jeunesse, notre société, elle en paye les conséquences toute leur vie. Et c'est un coût bien plus grand que de s'en occuper et d'investir dans la jeunesse dès le début. Et puis après, je pense à Josiane. Josiane, elle est au centre André Malraux. Elle habite dans les pavillons à la Grand-Mare. Elle est âgée. Elle est très, très fière des Hauts-de-Rouen. Ça, je voudrais le dire, parce qu'il y a plein de gens qui habitent sur les Hauts-de-Rouen qui sont très fiers des Hauts-de-Rouen. Parce que c'est des quartiers agréables, parce qu'il y a plein de forêts.
Parfois, il y a un peu trop de sangliers et il faudrait que la mairie s'en occupe un peu plus. Je fais une petite parenthèse d'humour et d'autodérision, mais on s'en occupe, mais c'est difficile parce que les sangliers sont sympathiques, mais ils sont nombreux, ils se reproduisent vite. Bon. Et Josiane, elle est très fière parce qu'elle a emménagé à la Grand-Mare il y a 50 ans. Et elle a jamais quitté le quartier. Et pour rien au monde, en fait, elle quitterait le quartier parce qu'elle a ses amis. Elle va au centre Malraux pour faire plein de choses. Elle est contente de croiser des gamins à l'école de musique qui a été créée il y a pas longtemps, qu'elle voit débarquer avec leur petit violon ou leur petite guitare. Et elle est contente de rencontrer des gens différents. Elle habite dans les logements pavillonnaires, mais elle voit aussi bien vivre à la Grand-Mare avec du logement participatif, intergénérationnel, avec des gens d'horizons différents. Et elle est très fière de la Grand-Mare et des Hauts-de-Rouen parce que justement, il y a cette mixité. Et que cette mixité, il y a 30 ans, il y a 40 ans, elle la vivait mieux. Et elle a envie aujourd'hui de montrer que notre République, elle s'est nourrie de ça. Et que elle aussi, parce qu'elle est plus âgée, parce qu'elle a vécu d'autres choses, elle peut apporter aux plus jeunes, elle peut apporter aux jeunes mamans aussi, elle peut apporter dans la culture, elle peut apporter dans la solidarité pour rompre l'isolement aussi des aînés. Et ça, c'est une très, très grande force. Vous savez, quand il y a eu un incendie sur une des tours sur la Grand-Mare il y a quelques mois, qui est-ce qui est venu aider pour sortir les gens des logements, pour les mettre en sécurité? C'est les jeunes du quartier. Mais ça, Josiane, elle l'a pas oublié parce que s'il y avait pas eu les jeunes du quartier, probablement qu'il y aurait eu des personnes âgées qui seraient décédées dans cet incendie. Voilà. Ces 3 figures, c'est ma carte blanche. Merci beaucoup, Nicolas Maillot-Rossignol, d'être venu dans les studios de la radio HDR. Merci, Naïm, d'avoir mené et conduit cette interview. Voilà, l'émission La Voix des municipales touche à sa fin. Vous pourrez retrouver dès demain l'émission en replay sur la chaîne YouTube de la radio HDR et aussi sur Spotify. Restez bien sûr à l'écoute des ondes du mix des cultures et puis on se retrouve pour un prochain numéro de La Voix des municipales. Très belle journée à l'écoute de la radio HDR. HDR 99.1